Merci à tous d'être là, merci à tous et à toutes d'être présents pour ce nouveau webinaire de rentrée du Formation Institute. Un sujet un petit peu différent, on a voulu parler de recrutement, mais surtout de succession pour le dirigeant, mais également pour les managers, parce qu'on pense souvent, quand on parle de succession, on pense souvent aux dirigeants de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de prévoir la succession, même quand on est manager dans l'entreprise. Donc voilà ce dont on voulait vous parler. Je dois co-animer avec Guy Barbet, mais il est en retard. Je ne sais pas s'il arrivera à se connecter. Il y a des petits soucis a priori. Allez, dans le vif du sujet, un constat. Quand on est dirigeant et manager, est-ce que beaucoup d'entre vous se sont posé la question de savoir si demain vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui se passe pour votre poste, pour votre entreprise, etc. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Ah oui, j'ai oublié de préciser que c'était interactif. Je ne suis pas là pour faire un cours. J'ai donné un cours ce matin à des étudiants. C'était aussi très interactif. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas quelles sont vos fonctions et si tel est le cas, si vous êtes ou dirigeant ou manager, est-ce que vous avez déjà posé les bases? Vous avez le droit d'écrire. Pas encore vraiment réfléchi. Vous êtes quoi, Philippe? Dirigeant ou manager ou les deux? Et pour les autres, bonjour Pascal. Qu'est-ce que ça dit? Les deux, mon général. Ben voilà, dirigeant, effectivement. Bruno, est-ce que tu as déjà réfléchi? Et si demain, tu n'étais pas là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Il faut que j'appuie pas sur les bons boutons, ça marche pas. Il peut se passer que, par exemple, on entend beaucoup parler en ce moment de gens qui ont envie de faire autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il se passera rien ou est-ce que tu as réfléchi à rien, Bruno? Ouais, on entend de plus en plus de gens qui ont envie d'autre chose. Il y a la retraite. Et ce qui est génial avec la retraite, c'est que même si on nous l'allonge, etc., malgré tout, elle va finir par arriver. Alors, plus ou moins proche, plus ou moins rapidement, ce genre de choses. Et histoire vécue, j'ai eu, il y a un peu avant Covid, il y a 5-7 ans, un dirigeant d'entreprise qui nous appelle, qui m'appelle parce que je le connaissais, et qui me dit, bon Loïc, faut recruter mon successeur. L'idée c'est de prendre le temps de trouver la bonne personne pour me remplacer dans 3-4 ans. Et je dis, mais au fait, vous avez quel âge? 72 ans. 72 ans, le gars m'appelle et me dit qu'il veut qu'on recrute son successeur pour dans 3, 4, 5 ans. Il s'était mis en tête qu'à 75 ans, il allait partir en retraite. Mais ce n'est pas à 72 ans qu'il faut penser à ce genre de choses, en fait, parce que derrière, il y a quoi? Il y a les problèmes de santé, il y a les burn-out. Et qu'on soit dirigeant ou qu'on soit manager, on accompagne au sein du cabinet la mutuelle le chômage des entrepreneurs. Si on a des entrepreneurs dans la salle, a priori, vous connaissez probablement la GSC, qui est l'assurance chômage privée que vous pouvez souscrire. Je n'ai pas de part dans la GSC, mais c'est une association auquel je vous invite à souscrire si vous êtes dirigeant. Et s'il arrive quoi que ce soit à votre entreprise, vous avez 1 à 2 ans de chômage avec une partie de maintien de salaire, etc. Comme si vous étiez à France Travail. Parce que quand on est dirigeant, on n'a droit à rien. Je suis comme vous, dirigeant. Je suis travailleur non salarié comme vous. Burn-out, difficultés, maladies, il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup d'incidents, et c'est une catastrophe. Et quand on accompagne des gens comme ça à la GSC, bon nombre n'avaient pas prévu. Par exemple, ils n'avaient pas prévu des conflits internes. Ils n'avaient pas prévu, en tant que mandataire social, de se faire révoquer par leurs actionnaires ou par leurs associés. Les batailles d'associés, etc. Le licenciement pour le manager, parfois on ne voit pas venir. Les choses vont très très vite. Dans le cas d'une fusion-acquisition, on se fait racheter, on se met d'accord, on ne se met pas d'accord, on pensait que, et puis la stratégie de l'autre est très différente. Une réorganisation, la pression des actionnaires, la crise économique. On ne va pas se cacher, vous avez vu en ce moment, on est dans une crise politique qui impacte sur le monde économique, les notations, les agences de notation commencent à dégrader la note de la France, etc. L'Europe n'est pas en grande forme. Bon, ça peut aller très vite en fait.
Ça peut aller très très vite. Je ne parle même pas du problème de santé qui peut être dévastateur. Voilà, moi, mon épouse s'est cassée sur un trottoir en allant chercher nos enfants à l'école. C'est tout bête, hein. S'est cassé les 2 malléoles de la cheville droite. Pendant 6 mois, elle ne pouvait plus marcher du tout. Qu'est-ce qu'on fait quand on est manager dans ces conditions-là, quand on est chef d'entreprise? Personnellement, j'ai eu un coup de bol, j'ai voulu faire quelques bricoles un jour et j'ai 17 points de suture autour du bras. Là. Heureusement, c'est tombé un 28 juillet et finalement, j'ai passé mes vacances en repos. J'ai passé 1 semaine à l'hosto et après 2 semaines repos et donc, ça ne s'est pas vu sur mon business, mais ça serait arrivé au plein mois de septembre, ça aurait duré plus longtemps, etc. Ça aurait pu être catastrophique. Donc, j'espère que vous avez des assurances. Je ne suis pas là pour vous vendre des assurances, soyons très clairs, que ce soit avec vos mutuelles, vos prévoyances, ce genre de choses, mais également avec l'assurance chômage et surtout que vous avez un plan B. J'espère que vous avez prévu un plan B. Parce que s'il n'y a pas de plan B, c'est votre entreprise qui vacille, c'est une désorganisation, c'est une perte de valeur de l'entreprise, c'est la fuite des talents aussi. Un manager qui tombe malade, pas plus tard que l'année dernière, mon beau-frère s'est retrouvé avec son directeur général qui lui annonce, sans l'avoir dit à personne, ni aux actionnaires, ni aux salariés, qu'il était atteint d'un cancer depuis 1 an et que maintenant, il était temps de s'arrêter. Mais était quand le temps de s'arrêter? 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, personne n'avait prévu le coup, ni les actionnaires, ni les dirigeants. Mon beau-frère s'est retrouvé à reprendre une entreprise qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il était directeur commercial, il s'est retrouvé à la tête de la boîte du jour au lendemain. Il a perdu du monde parce que les gens se sont inquiétés, les actionnaires se sont affolés, etc. Et donc, qu'on soit dirigeant ou qu'on soit manager avec des responsabilités, il faut prévoir le plan B. J'espère que vous avez des plans B. J'ai vu dans la lecture de Philippe qu'il n'y avait a priori pas de plan B. J'ai l'impression que dans la lecture du message de Bruno Dinabaye, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plan B. Ouf! Warning, il faut un plan B. Alors moi, j'ai la chance d'être avec un associé, Augustin, que certains connaissent. Donc, nous, on est 2. Donc, déjà, ça permet de se dire, tiens, on a un plan B. Mais on raisonne déjà, et moi, je viens d'avoir 50 ans fin d'année dernière, je suis né le 30 décembre, donc je considère que l'année qui suit est mon année des 50 ans, donc mon année actuelle est mon année de mes 50 ans. Et Augustin a 1 an de plus, il a 51 ans. Mais on est déjà en train de réfléchir à l'après, à la retraite, au plan B, à comment faire, etc. Enfin, c'est quelque chose qui doit guider des dirigeants, qui doit guider des managers pour se dire, c'est quoi le coup d'après? Le plan B, le plan C, le plan D. Ils se réaliseront pas. Mais si je ne les ai pas imaginés, ça va être après moi le déluge. Et ça peut vite devenir catastrophique, ou pour votre entreprise, ou pour vous-même, ou pour les deux. Donc, on va parler de 2 cas de figure, la cession d'entreprise, préparer le futur dirigeant propriétaire, et puis on va parler du départ d'un manager clé, anticiper la relève interne ou externe. Hein. Et donc, effectivement, quand j'ai vendu mon entreprise, après moi, le déluge. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et il faut l'avoir prévu. Et souvent, les chefs d'entreprise arrivent un peu au dernier moment. Alors, nous, comme nous, on est un cabinet de recrutement, on a des entreprises qui viennent nous voir, qui nous disent, oui, j'aimerais bien recruter mon futur successeur. Alors d'abord, on va regarder dans les équipes, etc. Il y a tout un tas de choses. Philippe, pas encore de plan B, c'est pour ça là que je suis là. J'ai quand même 2 associés responsables et eux-mêmes chefs d'entreprise, mais OK pour le formaliser. Eh bien oui, effectivement. Les enjeux communs entre la relève, la succession d'une entreprise ou le départ d'un manager, c'est assurer la pérennité de l'organisation. Avant tout, c'est assurer la pérennité. Hein, on n'a pas fait tout ça en tant que dirigeant, on n'a pas fait tout ça en tant que manager pour que ça disparaisse en fait. Et surtout que l'organisation, elle a en général des salariés, des collaborateurs, des partenaires, des clients, ce genre de choses. Il serait quand même dramatique. Et quand je discute avec tous les chefs d'entreprise que je connais, que je côtoie, pour eux, ce qui est important, c'est que ça continue. Pour eux, c'est que ça continue, et les managers aussi. Et donc, si on n'a rien prévu, préserver le capital humain, les savoir-faire, ça vient avec, bien sûr. Il s'agit de s'assurer que les nouvelles personnes qui vont prendre la suite, que ce soit un manager ou un nouveau dirigeant, vont continuer dans la même veine, dans les mêmes esprits. Dans le même esprit, on a trop vu de gens qui ont vendu leur entreprise. Et puis, ça a été vidé de sa propre essence. Le nouveau a voulu faire complètement différemment. Les collaborateurs sont partis. Et parfois, malheureusement, l'entreprise disparaît en quelques mois, quelques années. Des très belles entreprises sont complètement disparues. J'étais ce week-end à Lyon.
eh ben, la maison Lumière a disparu de cette manière. C'est dramatique. Les gens, les frères Lumière, je vous invite à aller visiter le musée Lumière à Lyon, pour ceux qui ne l'ont pas déjà visité. Leur papa, à Auguste et Louis Lumière, leur papa Antoine avait créé un studio photo. C'est comme ça qu'est partie l'histoire. À Lyon, ça a bien marché. Les deux fils se sont intéressés, ont fait beaucoup d'inventions, genre de choses, et donc ils ont développé une activité. Ils étaient les leaders de la plaque photographique avant d'inventer la vidéo, le cinéma, etc. Ça a duré pendant pas mal d'années. Et puis un jour, parce que ça n'a pas été bien prévu, ils se sont pas renouvelés, pas évolués, une entreprise les a rachetés. Aujourd'hui, l'entreprise Lumière a disparu, a complètement disparu. Alors que ce sont les inventeurs du cinématographe, c'est les inventeurs du cinéma, de la vidéo. Si on se voit là, c'est en partie grâce aux frères Lumière. C'est complètement dingue, se dire que ces gens-là ont complètement disparu par rapport à leur entreprise. Hein, et moi, je trouve ça dramatique de voir ça. Il faut effectivement aligner le successeur avec le projet d'entreprise, que ce soit pour un manager ou que ce soit pour une direction d'entreprise. Parce que si on n'est pas aligné sur le projet, et donc si vous n'avez pas de projet, est-ce que vous avez écrit votre projet, votre vision, vos valeurs de votre entreprise? Est-ce que tout ça est posé quelque part? Est-ce que c'est dans votre coin de tête probablement, mais est-ce que les choses sont posées? Et c'est ça le sujet. Avant de se dire on va chercher le plan B, etc., il faut déjà se dire qui on est, ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on aime bien faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, nos valeurs, notre projet d'entreprise, notre vision, on veut quoi pour notre entreprise. Et puis à partir de là, ou notre service, hein, si on est manager. À partir de là, on peut commencer à envisager la suite et aligner la personne là-dessus et trouver la bonne personne qui soit alignée sur ça. Maintenir la continuité stratégique et la confiance des équipes, bien sûr. Qui plus est, si on n'a pas préparé et que ça arrive de manière brutale, non voulue, accident de santé ou autre, ou voulu, vente ou départ choisi, si c'est brutal, on va avoir un problème avec les équipes. L'accompagnement au changement, c'est fondamental en fait dans cette phase-là. Et donc, si je l'ai prévu, je l'ai organisé, je l'ai mis en place, je l'ai exprimé aux équipes, je l'ai expliqué. Bah oui, les équipes sont pas folles, elles savent que vous n'êtes pas éternel, vous êtes le super manager, vous êtes peut-être le fondateur de votre boîte ou le leader de votre entreprise ou le manager qui faisait du bien, etc. Très très bien. Mais si vous expliquez pas sans faire un drame, que un jour, ça sera plus vous, ça sera quelqu'un d'autre, que vous mettez les conditions pour que ça se passe bien, que ça se mette en route, peut-être que ça va permettre de faire émerger des gens chez vous, etc. Ça se fera pas. Ça se fera pas, ça va pas tomber du ciel. On a un nombre de dirigeants qui, je sais pas, pensent que ça va tomber tout seul. Ou de managers, ça va arriver tout seul. La retraite arrive. La retraite arrive, oui, mais si elle arrive, il faut la prévoir, il faut la mettre en place, il faut prévoir le successeur, et ça ne se fait pas 6 mois avant. Ce n'est pas le jour où votre manager, votre directeur général vous dit moi, je vais poser ma retraite dans 6 mois ou dans 3 mois, qu'il faut se dire tiens, au fait, mais tu fais quoi? Il faut qu'on te remplace, etc. Non, c'est presque au moment où il est rentré. Alors, si ça fait 30 ans qu'il est rentré, peut-être pas, mais c'est 4, 5, 10 ans avant qu'on prévoit un peu le plan B, la suite, la succession, etc. Donc, la première des étapes, évidemment, vous vous doutez bien que vous me voyez arriver avec mes gros sabots, faire le bilan. Faire le bilan motivation, diagnostic, entreprise, poste, qui fait quoi? Et même vous, en tant que dirigeant, est-ce que vous avez déjà votre fiche de poste? Est-ce que vous avez écrit votre fiche de poste en tant que dirigeant? Moi, je serais curieux de lire ça dans le chat. On n'est pas nombreux, donc on est entre nous aujourd'hui. D'habitude, on est plus d'une centaine. Aujourd'hui, c'est petit comité. N'hésitez pas à commenter. Ensuite, on va essayer de définir le profil idéal. Compétences, valeurs, leadership. Comment il doit être, ce successeur, d'après vous, hein, vous faire aider, vous faire accompagner par un cabinet de conseil comme le nôtre pour essayer de définir ça. Mais l'idée, c'est déjà de poser des bases. Comment vous l'imaginez? Est-ce que vous imaginez un clone? Est-ce que vous imaginez un complément? Est-ce que vous imaginez quelqu'un, sachant que le clonage n'existe pas? Donc, ne fantasmons pas sur le clone, le mouton à 5 pattes qui va tout faire comme vous, etc. Il ne pourra pas faire comme vous. Il ne pourra pas faire comme vous. Donc, il sera forcément différent, meilleur dans certains cas,
moins bon dans d'autres, mais il ne sera pas comme vous. Si vous avez fondé votre entreprise, vous l'avez fondée avec votre cœur, votre âme, vous avez fait du test and learn, vous avez appris, vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous avez recontinué, vous êtes allé à droite, vous êtes allé à gauche, vous êtes allé tout droit, en marche arrière, en marche avant, etc. Enfin, il s'est passé plein de choses, en fait. Et tout ça fait partie de votre expérience, votre expertise, qui fait que votre entreprise a grandi, que vous avez fait grandir vos équipes, etc. Ben, ça, celui qui va arriver, il ne l'aura pas. Il aura d'autres choses. Il aura appris d'autres choses différentes, etc. Mais il n'aura pas tout ça. Donc, il faut l'avoir posé, l'avoir écrit et de se poser les vraies questions, de se dire, OK, est-ce que j'ai une capacité à écrire un profil de quelqu'un qui sera mon successeur? Et pas juste écrire qui vous êtes et me dire, il me faut quelqu'un comme moi. Ben oui, mais quelqu'un comme moi n'existe pas. Quelqu'un comme moi n'existe pas. Une fois qu'on a fait le bilan, qu'on a défini un peu le profil, il va falloir sourcer les candidats en interne. En interne. Mais en interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir prendre le temps de monter les gens en compétences parce que vous avez toujours été là. Et donc, j'entends trop de chefs d'entreprise, notamment, ou des managers qui me disent « Oui, mais Loïc, si je ne suis pas là, ils ne font pas ceci, ils ne mettent pas cela, ou ils ne prennent pas d'initiative. » Mais est-ce que vous leur avez laissé? Est-ce que vous les avez poussés? Est-ce que vous leur avez montré qu'ils pouvaient faire des erreurs, faire du test and learn, etc., prendre des décisions, même si ces décisions ne sont pas tout à fait celles que vous aurez prises de la même manière, etc. Est-ce que vous leur avez montré la voie? Peu de managers, peu de dirigeants, peu de managers laissent la place. C'est normal. C'est normal, vous êtes le fondateur, le leader, vous impulsez quelque chose. Mais oui, mais on est en train de préparer de parler de l'après, de la préparation de l'après. Et souvent, vous avez les gens dans vos équipes. Souvent, vous avez les gens. Alors, ce n'est pas forcément celui ou celle à qui vous pensez dès le départ. Mais il faut laisser la place. Il faut laisser la place. Voilà. Donc ça s'explore et ça met du temps. En externe, vous pouvez chercher de vous-même des gens en externe par votre réseau, vos relations, vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, etc. Voilà, n'ayez pas peur de dire et d'exprimer à l'extérieur, souvent le chef d'entreprise notamment, mais même les managers, n'osent pas parler de l'après. De dire, oui, un jour je vais m'en aller, ma retraite c'est dans le temps, ou j'ai envie de faire autre chose, etc. Alors, en plus, en ce moment, on a toute la nouvelle génération de zappeurs, les jeunes qui disent qu'ils ne veulent plus travailler dans l'entreprise. Alors, quand un chef d'entreprise commence à dire, ah oui, moi je veux aller travailler, faire du surf, ou faire ceci, ou travailler dans le monde agricole. Moi, j'avais un chef d'entreprise, une belle boîte, une vingtaine de millions. Ils avaient une centaine non pas une centaine, soixantaine de personnes, un négociant de produits techniques, une belle entreprise que lui-même avait reprise après. Il était rentré en tant que commercial dans cette entreprise, puis il a fini par être le dirigeant. Et ça faisait 10-15 ans. Il avait transformé l'entreprise et développé l'entreprise de manière magnifique. Mais il avait une passion pour les hélicoptères. Et il voulait devenir pilote d'hélicoptère. Il avait ses brevets, mais il voulait en faire une activité professionnelle. Et donc, il m'a dit, moi, l'entreprise, l'usine, c'est rigolo, mais c'est pas mon truc. Oui, sauf qu'un jour, il arrive et il nous dit, vous pouvez me recruter mon successeur? Oui, c'est pour quand? C'est pour dans 6 mois, 3 mois, le plus vite possible, monsieur Louis. C'est pas gérable, en fait. C'est juste pas gérable. Et il n'osait pas en parler à l'extérieur, en fait. Et nous, quand on a commencé à faire du bruit, on s'est aperçu que c'était dans son environnement, il y avait des gens qui connaissaient son métier, qui connaissaient son univers, qui étaient capables d'aller plus vite à la reprise de l'entreprise. Après, va se poser aussi la question du financement, hein, soyons très très clairs, selon la taille de l'entreprise. Voilà. Et c'est pour ça que, selon les phases sur lesquelles vous êtes, il y a des phases dans lesquelles vous pouvez vous faire accompagner. Notre métier à nous, c'est de vous accompagner plutôt sur la partie définition, amont, diagnostic, RH, définition de profil, etc. On va être moins à l'aise sur la partie financière et là, on a des partenaires qui vont travailler sur la partie financière avec vous au travers de vos cabinets d'expertise comptable, ce genre de choses. Mais la base c'est déjà vous en tant que manager, vous en tant que dirigeant, où est-ce que vous voulez aller? C'est quoi votre trajectoire? Où en est votre entreprise? C'est quoi les valeurs de l'entreprise? C'est quoi la vision? C'est quoi le projet? Tout ça, c'est pas comptable en fait. C'est pas comptable. Et c'est le post que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn en disant arrêtons de réduire la cession d'entreprise à sa seule valeur. C'est pas le sujet en fait. Et d'ailleurs, quand on discute avec tous les dirigeants,
la notion de valeur n'est pas immédiate en fait. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a un prix, il y a un montant, et on ne fait pas ça pour rien en tant que dirigeant, mais la plupart du temps, il y a une envie de continuer, de perdurer, de transmettre, etc. Ben, c'est ça qu'il faut qu'on définisse. Hein. Et puis ensuite, on va essayer d'évaluer et de sécuriser l'alignement, la compatibilité, les compétences. Vous voyez que je ne parle pas de valeur financière. Et enfin, on va organiser la passation, le calendrier, le mentorat, la communication, ce genre de choses. Donc voilà les grandes étapes qu'il va falloir suivre pour déjà mettre en place le plan B. On n'est pas encore dans la réalisation du plan B, mais déjà pour le mettre en place. Les conditions de succès, n'hésitez pas à m'interpeller dans le chat. On est entre nous, posez-moi toutes les questions, c'est d'accord, pas d'accord, je suis preneur. Les conditions. Déjà, l'évaluation approfondie, l'entreprise, le poste, l'équipe, les candidats, etc. On est d'accord. L'alignement stratégique avec le projet, je le redis, je le dis et je le redis. Il faut que vous soyez très clair avec le projet d'entreprise. Est-ce qu'il est formalisé? Est-ce qu'il n'est pas juste dans votre tête en tant que manager ou dirigeant? Est-ce qu'il est formalisé? Est-ce qu'il est partagé? Est-ce qu'il est transmettable, ce projet d'entreprise? Est-ce que ce n'est pas aussi... souvent, les dirigeants ou les managers, ils ont du mal à séparer ce qui est du domaine du projet d'entreprise de ce qui est du domaine de leur projet à eux. Hein, et ça, dissocier les choses, parfois, c'est difficile. Alors, ça dépend comment on vit l'entreprise. Si on a créé son entreprise et qu'on vit l'entreprise comme une entreprise patrimoniale, avec de la succession, avec peut-être des enfants, de la transmission, etc., on n'aura pas le même regard que si on est un entrepreneur plutôt de type financier qui monte un business pour le valoriser, pour le pousser et un jour pour le revendre. Donc, c'est pas les mêmes natures de dirigeants, mais dans les deux cas, il faut quand même avoir un projet d'entreprise. Mon objectif, c'est de vendre à 5 ans. Mon objectif, c'est de changer de poste dans 2 ans, etc., etc. Si je n'ai pas projeté, je vais avoir du mal à réaliser. L'autre point dans les conditions de succès, c'est d'assumer la décision. Et d'éviter absolument de prolonger, notamment dans la vente d'une entreprise. Trop de chefs d'entreprise, quand ils ne sont pas prêts, qu'ils n'ont pas posé les choses vraiment, qu'ils n'ont pas de plan B eux-mêmes pour leur vie perso, hein, parce que ok, c'est bien, j'ai vendu mon entreprise, mais après je fais quoi, comment, pourquoi, etc. Jouent les prolongations, ou jouent les perturbateurs, ou font des reculs de dernière minute. Finalement, ce que fait l'autre, le successeur ne me plaît pas. Hein, je connais en ce moment un chef d'entreprise qui n'aime pas ce qui se passe après lui et qui a du mal à décrocher et donc qui perturbe un peu le système. Bah, si vous préparez votre succession, à un moment donné, il faudra que ce soit une succession assumée et que vous quittiez le navire d'une manière ou d'une autre, ou pas, peut-être être consultant, mais que ce soit très clair et encore une fois, écrit. Pensez à une succession brutale aussi avec une assurance permettant aux associés restants de racheter le capital reçu par l'héritier. Et oui, non, mais bien sûr, on est d'accord, Philippe, il y a plein de choses qu'il va falloir... En fait, ce qu'on essaye de poser là, c'est de dire, c'est pas mal que de penser à sa suite, c'est pas mal que de penser à sa mort, malheureusement, ou son problème de santé, ou le problème économique, ou machin. Il y a des... Pensons à la suite, que je sois manager, que je sois dirigeant d'entreprise. Et quelles sont les réactions que moi je veux avoir dans ces cas-là? Comment ça va se passer pour l'entreprise? Qu'est-ce que je veux faire? Comment on veut le faire? Et est-ce qu'on l'a prévu? Et pour ça, il y a des outils. Il y a des outils diagnostiques, il y a des outils d'assurance, il y a des outils financiers, il y a des outils juridiques, etc. Ça va être la réponse va être très différente en fait. Il y a des outils RH, c'est de se dire ok, on va former quelqu'un, on va l'accompagner, on va le monter en puissance, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut prévoir. Et malheureusement, pour une raison que j'ignore, alors non, je l'ignore pas, je la connais, la raison, c'est que le chef d'entreprise ou le manager, il est à fond dans les projets, il avance, et il ne regarde pas beaucoup derrière, hein, ou il regarde l'opérationnel, on y va, etc. Il a un but et ce genre de choses, mais il ne regarde pas l'après. Il ne regarde pas l'après, l'arrêt, le stop, etc. Et on a vu des entreprises avoir des grosses difficultés, avoir
des veuves éplorées se retrouver à la tête d'une entreprise qu'elles n'avaient pas choisie, qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles ne maîtrisaient pas, les héritiers de la même manière, ce genre de choses. Et ça, c'est dramatique. Il y a des belles entreprises qui ont malheureusement disparu ou qui ont été menées, mises à mal à cause de ce genre de choses, quoi. Hein, sans compter l'identification et l'affectif qui peut compliquer la transmission. Alors là, mon pauvre Arnold, tu pointes un point essentiel, l'affect, l'émotionnel, pour le chef d'entreprise, mais également pour les managers. Hein. On a vu aussi des managers, des gens qui sont impliqués dans les entreprises. On se personnifie, on s'identifie, on est dans l'affect, l'émotionnel. Et là, c'est un drame parce qu'en fait, on n'a plus recul sur le sujet. En fait, hein. Dans les erreurs fréquentes, effectivement, que tout le monde pense que ça va arriver tout seul. Ça sera le bon moment. Ça va tomber du ciel. Voilà, bah, non, ça ne tombera pas du ciel. Je l'ai dit tout à l'heure, réduire la cession au seul prix de vente ou réduire la succession à la seule fiche de poste. Dupont s'en va, on remplace par Dupont. Très, très bien. Oubliez que le successeur vient aussi pour une équipe, une vision. C'est expliqué sur le projet d'entreprise, ce genre de choses. Et effectivement, l'émotionnel, c'est à partir du moment où on est dans l'émotion, on n'est plus dans le rationnel, on oublie le rationnel. Je ne dis pas qu'il faut être complètement rationnel surtout, il faut oublier ses émotions, l'affect, et c'est important dans le monde de l'entreprise, dans la vie en général, on n'est pas des robots, et heureusement, même si l'IA nous arrive à grande vitesse, malgré tout, on reste des êtres humains et on doit continuer dans cette voie-là. Mais quand on doit prendre ce genre de grandes décisions, c'est pour ça qu'il faut le faire suffisamment longtemps à l'avance pour avoir le temps de collecter de l'information et de dépassionner cette information et de se dire, tiens, ah oui, j'ai pas pensé à cette question-là. Tiens, c'est vrai que si c'est un concurrent qui me rachète, comment je vais le vivre? Tiens, si mon manager va chez un concurrent, comment on va le prendre, etc., etc. Il y a plein de raisons. Donc, anticiper tôt, tu vois, Arnold, anticiper tôt permet d'effacer, de réduire un peu le niveau d'émotionnel dans la prise de décision stratégique de la succession. Anticiper tôt permet de travailler sur la stratégie, permet de travailler sur l'opérationnel et de l'anticiper au maximum. Dans les bonnes pratiques, c'est organiser l'entreprise, organiser le service pour qu'il fonctionne sans le dirigeant, sans le manager. Est-ce que ça fonctionne? Si je ne suis pas là, est-ce que ça fonctionne? Oui ou non? Si c'est non, il faut quelqu'un qui me remplace. Mais à quel poste, etc. Est-ce que mes fonctions sont divisables avec, tout à l'heure, Philippe parlait de ses associés. Est-ce que mes associés sont capables de faire ce que je fais? Tout ou partie. Et vraiment. Et est-ce qu'ils savent ce que je fais? Est-ce que mes collègues, mon dirigeant, mon DG, etc., est-ce qu'on sait exactement ce que je fais? C'est pas dit, en fait. C'est pas dit parce qu'il y a tas de petites choses que vous écrivez pas, vous dites pas, que vous faites naturellement parce que vous êtes vous et vous êtes ce que vous êtes avec votre âme, votre expérience, ce genre de choses. Eh bien ça, il va falloir du temps pour le transmettre. Et donc plus tôt on pose, mieux c'est. Et plus on dépassionne, plus on enlève l'affect de ça, meilleure sera la capacité à se dire le plan B, le plan C, la suite se fonctionnera comme ça. Évidemment qu'il faut pouvoir choisir. Et donc, pour choisir, il faut avoir le choix. Pour avoir le choix, il faut avoir prévu. Ça ne doit pas être un non-choix, ça ne doit pas être un choix par défaut, au dernier moment, vite, 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 ce genre de choses. Donc, ce n'est pas l'autre qui doit vous choisir. Bien sûr qu'il doit vous choisir, mais vous aussi, vous devez choisir. Hein. Et donc, il faut que vous ayez la capacité à choisir. Donc, il faut mettre les conditions pour avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix, un travail autour du choix. Le bon moment. Est-ce qu'il y a un bon moment? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un bon moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un bon moment d'après vous pour passer le flambeau, qu'on soit manager, qu'on soit dirigeant d'entreprise? Ça serait quoi pour vous le bon moment? J'espère que je ne vous réveille pas, les amis. Vous avez le droit de pianoter. Hein. Allô, allô? Est-ce que j'ai du monde qui réagit? Ah, merci Philippe. Toujours les fidèles. Et oui, c'est la question la plus difficile. Ah oui, je sais que c'est difficile comme question. C'est quoi le bon moment?
Bah, le bon moment, c'est des signaux internes, de la fatigue, d'envie de tourner la page. Euh, euh, c'est des signaux externes, le marché, des opportunités, c'est la famille, c'est l'environnement. Voilà, faut être capable d'écouter tous ces signaux-là. Hein, il y a pas un bon moment, c'est pas tel jour, telle heure. Encore qu'il y a des gens, je connaissais un dirigeant qui nous a dit, moi, je m'arrête à 65 ans. Voilà, le jour de l'anniversaire de mes 65 ans, je m'arrête. Euh, donc, ok, mais qu'est-ce que tu as fait pour y arriver? Qu'est-ce que tu as fait? Décider avant que l'urgence ne s'impose. C'est ça l'important. Le bon moment, c'est ça. C'est pas décider dans l'urgence, en fait. Au dernier moment, vite la retraite, etc. Non, c'est d'avoir le cerveau ouvert à ce sujet-là. Et donc, le cerveau ouvert, c'est s'écouter soi, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie, où est-ce que je veux aller, comment je veux y aller, qu'est-ce que je veux faire pour la suite, personnellement. La retraite arrive. On fera peut-être l'année prochaine, on est en train de travailler, plusieurs personnes nous ont demandé de travailler sur justement la préparation de la retraite, qui est un peu la même chose que la préparation de la vente d'une entreprise ou du départ d'un manager. Beaucoup de dirigeants ou de personnes qui ont des fonctions de direction à un certain niveau n'ont strictement pas prévu l'après, l'arrêt. Non pas prévu. Et ça arrive quand quelqu'un décide à leur place. Alors certains, ça leur va mieux. C'est pas moi qui ai pris la décision. C'est mes actionnaires qui m'ont licencié, enfin qui m'ont révoqué. Ou qui m'ont licencié. C'est l'âge de retraite qui m'a rattrapé. C'est un conflit. C'est une entreprise qui va pas bien. Et puis au final, c'est une situation qui est délétère, qui n'est pas agréable, qui n'est pas anticipée, qui n'est pas positive, et on se retrouve dans une situation désagréable pendant 2 à 5 ans. Et c'est comme ça qu'on voit des dirigeants d'entreprise qui font des burn-out en retraite. Alors, il y a un mot, je ne sais plus quel est le mot de ce terme, quoi, de faire un burn-out en retraite, qui se bore-out ou un truc comme ça, des gens qui se délitent complètement à la retraite ou quand ils se sont retrouvés au chômage ou sans chômage ou sans rien, avec plus d'entreprise. Nous, on les récupère en outplacement ou en accompagnement GSC. Ça peut vite devenir un drame, en fait. Ça peut vite devenir un drame. Donc, faut s'écouter physiquement, mentalement. Il faut écouter les signaux aussi autour de soi, son environnement proche, sa famille, ses collègues, ses amis. Voilà, quand on a un ou deux amis qui disent ouh là, t'as l'air fatigué, ou tiens, ça fait plusieurs fois que tu me parles de ton projet ceci, ou etc. C'est des petites choses qu'on doit avoir en tête. Et puis après, il y a aussi le marché. Est-ce que comment ça s'appelle, notre entreprise est toujours dans le coup? Là, on voit les marchés sont bousculés avec l'IA. Est-ce que mon entreprise est prête pour l'IA? Est-ce que moi, je suis prêt à repousser, retravailler avec l'IA, relancer mon entreprise dans cet univers-là, etc., en tant que manager, en tant que dirigeant? Est-ce que j'en ai l'envie? Est-ce que j'en ai la capacité? Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose? Plutôt que de me retrouver au pied du mur avec une entreprise moribonde, en pleine crise, essayer de trouver un repreneur ou essayer de retrouver un successeur. Là, j'ai un client qui vient de faire un licenciement économique, qui de l'autre côté nous demande un recrutement. Un candidat a appris qu'il y avait un licenciement économique, il y a un candidat qui me dit ah non, mais moi j'y vais pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas clair, etc. Donc, excusez-moi. Alors, j'ai Guy qui est avec moi, mais Guy, je ne sais pas comment te mettre sur la scène en fait. Alors, est-ce que ajouter en tant que co-organisateur, en tant que co-présentateur? Hop. Donc, normalement, Guy, tu devrais pouvoir te connecter avec moi. Mon co-animateur voilà. Je ne sais pas si tu y arrives, tant mieux. Je continue, Guy, hein, pas de problème. Ensuite, les pièges à éviter. Vouloir partir trop tard, on le sait, ça c'est vraiment compliqué. Sous-estimer la dimension humaine, l'équipe, la famille, l'ego, vous, votre ego, posez-le sur la table, votre ego. Regardez-le en face, soyez lucide de ce qu'il est, de ce que vous êtes, ce genre de choses. Votre environnement familial, c'est extrêmement important. J'ai trop de chefs d'entreprise qui arrivent à l'aune de leur retraite, qui ont eu un beau succès et qui vous disent « Ah, j'ai pas vu grandir mes enfants. Alors, je vais pas faire la même erreur. Hein. Je vais voir grandir mes petits-enfants. »
Vous en êtes prêt, vous êtes capable, etc. Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut imaginer un autre mode de fonctionnement. Bon, ça je l'ai dit, redit, précipiter le choix sans diagnostic RH dans les pièges à éviter. Vous avez beau vous dire et vous convaincre que c'est le bon moment, vous êtes arrivé, vous avez peut-être la bonne personne, mais si vous n'avez pas fait un peu le check, ça va être compliqué. Si vous n'avez pas fait un diagnostic, ça va être compliqué. Notre approche au Florence Institute, vous connaissez pour certains notre livre, le recrutement par indice. Nous, on fonctionne par indice, que ce soit en recrutement d'un successeur d'un dirigeant ou d'un successeur d'un manager, tout est indice. On va récolter de l'indice. Quand on fait un diagnostic, on vient dans les entreprises, on vient discuter avec vous, on vient discuter avec vos cadres, votre environnement, etc. On discute avec tout l'environnement pour faire le point sur l'ensemble de la structure, l'ensemble du poste à pourvoir, l'ensemble de la suite, et donc mettre en place le diagnostic, faire des préconisations. Et donc ça, c'est tout est indice. On va récolter, quand on a un chef d'entreprise qui nous dit qu'il a une charte de valeur et que dans cette charte de valeur, il y a la simplicité et qu'en bas, sur le parking, il y a une Ferrari, je ne sais pas si avoir une Ferrari, c'est la simplicité ou l'humidité, par exemple. C'est un exemple, hein, je vise personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de Ferrari et voilà, je ne suis pas de ce pain-là. Je trouve la taxe sur les voitures haut de gamme absurde. Laissons les gens et les quelques personnes qui ont des voitures incroyables faire ce qu'ils veulent avec leurs voitures incroyables. Ils ne sont pas suffisamment nombreux pour embêter le reste de la planète. Donc, je ne vois pas trop le sujet. Mais je ne veux pas faire de politique ici. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se poser la question véritablement de mes valeurs, quelle est l'entreprise, prendre le temps. Et donc, nous, on va prendre des indices. On va être un miroir et on sera sans concession, en fait. Diplomate, bien sûr, mais on sera sans concession. Et on sera capable, et on est capable aujourd'hui au quotidien, quand on discute avec des chefs d'entreprise, avec des managers, lorsqu'il s'agit de recruter leurs successeurs, de leur renvoyer un effet miroir et de leur dire oui, mais de vous challenger en fait. Hein, on est là pour vous challenger. On n'est pas là pour vous dire oui à tout ce que vous allez nous raconter, parce que c'est vous mettre en danger, c'est nous mettre en danger, et c'est mettre en danger votre entreprise. Donc diagnostic RH, stratégie de succession, c'est quoi le timing, c'est quoi le plan, on écrit rétro-planning, plan d'action pour que ça suive. Et puis enfin, on va accompagner les parties. Et les parties, c'est aussi bien vous, le manager, le dirigeant, c'est les équipes proches, parce qu'il va falloir peut-être les coacher, les accompagner, discuter avec eux, les rassurer, ce genre de choses. Et puis, c'est le futur successeur qui prendra la main. C'est pas le jour où on l'a trouvé qu'il arrive que tout va bien se passer. Hein, et c'est pas... il arrive, il prend les clés, il s'en va. Ou au contraire, vous voulez rester avec lui. Une histoire amusante d'une entreprise dans une succession familiale. Une entreprise qui fait dans le domaine des métiers de bouche, la boulangerie, etc. Et le dirigeant me convoque un jour en me disant, ben voilà, je vous présente mon fils qui va être le successeur. Et à chaque fois qu'on va se voir, il sera dans mon bureau. En fait, il avait mis 2 bureaux. Donc, dans son bureau, il y avait 2 bureaux, le sien et celui de son fils. Et il me dit, pendant 1 an, il va être avec moi pour voir tout ce que je fais. Et dans 1 an, exactement dans 1 an, je m'en irai du bureau. Extraordinaire. Et ce qui est assez génial dans cette histoire, c'est que je dis, mais d'où vous vient cette idée? Ben, c'est comme ça que mon père a fait avec moi, et ça s'est très bien passé. Et effectivement, la boîte s'est très bien passée. Ils ont pris le temps, en fait, de discuter entre eux, de voir, d'apprendre, etc. Mais c'est une histoire familiale. C'est pas la même chose que de transmettre à quelqu'un qui n'est pas de votre environnement, de votre cercle, ce genre de choses. Lui, il va peut-être pas avoir besoin d'attendre autre histoire, un autre dirigeant. Pareil sur des éléments techniques, une usine, une petite PMI industrielle qui me dit, mais moi, Loïc, ce que je vais faire, c'est que je vais recruter quelqu'un. Je veux quelqu'un qui soit plutôt ingénieur, parce que moi, je suis plutôt au développement, plutôt financier, je voudrais un ingénieur, etc. Et puis, j'aimerais qu'il soit à mes côtés pendant 3 ans. Bon, ben oui, mais le pauvre successeur, pendant 3 ans, est incapable de ronger son frein. Au bout de 6 mois, 1 an, il explique à l'autre qu'il est peut-être temps de partir, en fait. Donc, il faut trouver la justesse de tout ça. Il faut se mettre d'accord et donc accompagner les envies, les besoins de l'un, de l'autre, de l'entreprise, etc. Et puis, sécuriser la continuité.
Bah, comme on n'est pas nombreux et que j'ai pas beaucoup de questions, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, à discuter, à échanger. Je vois que Jean-Pierre, j'ai pas de questions, je vois pas de questions, j'ai un point dans le chat. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. La conclusion que j'ai, c'est que vous partirez un jour, nécessairement. Je vous le souhaite du mieux possible, choisi au bon moment pour vous, etc. Mais autant que ce soit vous qui prépariez la succession et pas un événement, un accident, etc. Et que même si c'est un événement, un accident, etc., que ce soit un accident professionnel, un accident de santé, un accident personnel, etc., ben, que les choses soient prévues et que ça ne se fasse pas dans la douleur et pour vous et pour l'entreprise. Hein. Et donc, anticiper, c'est diriger, reporter, c'est subir. Voilà. Ça sera mon mot de la fin. Ravi de rejoindre le groupe. Et salut Guy. Oui, j'arrive pas à te connecter, Guy. C'est pas grave. On arrive à la fin. On a été un petit peu vite aujourd'hui. Il est 13h42. Je ne sais pas si vous avez des questions, les amis. Merci beaucoup. Je retiens, outre la préparation, le fait de l'écrire. Exactement. Et moi, je pense que le poser, c'est comme poser le projet de l'entreprise. Hein, beaucoup de chefs d'entreprise, de dirigeants, de managers, oui, je sais où je vais, je sais ce que je veux, etc., mais ne l'ont pas écrit. Et ça, c'est important, écrire les valeurs de l'entreprise, écrire le projet, et ensuite le partager avec ses associés, le partager avec ses collaborateurs, pour que les choses soient entendues. Et ensuite, une fois qu'on a écrit le projet, la vision, les valeurs de l'entreprise, on peut écrire le départ, en fait, la projection. Et donc, ça permet aussi aux collaborateurs, ça permet à votre environnement, à vos associés, à vos collègues de se poser la question, tiens, ah oui, mais Jean-Pierre, il va partir, Philippe aussi, etc. Et donc, ça nous permet de projeter et de proposer des solutions et pas être dans qu'est-ce qui va se passer, le non-dit, on ne sait pas, etc. Voilà un petit peu les quelques conseils que l'on avait à donner. Si vous voulez aller plus loin, alors il s'excuse, Guy, il a eu un petit retard à l'allumage, c'est pas grave, Guy, merci d'être là. Si vous voulez aller plus loin, on peut en rediscuter, prendre rendez-vous, venir vous voir, échanger avec vous, moi-même et ou Guy, ou nos consultants qui sont tout à fait à même de vous accompagner sur ces choses-là. Céder son entreprise, c'est probablement la plus belle affaire de votre vie. N'est-il pas important de le préparer? Oui, tu as raison, Guy, exactement. Exactement. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter. On travaille sur ces sujets-là, que ce soit pour préparer, anticiper le départ à la retraite, un problème de santé, vouloir céder son entreprise, vouloir recruter son remplaçant en avance de phase, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Et notre travail, c'est de faire du conseil, c'est de faire du diagnostic et de vous accompagner sur ces sujets-là. Les prochains webinaires qui vont arriver au mois d'octobre, on va faire quelque chose un peu amusant, c'est mon associé Augustin, sur le facteur humain, et on l'a abordé sous l'angle de l'IA et de la bêtise humaine. Est-ce que c'est possible de faire cohabiter IA et bêtise humaine dans l'entreprise, parce que danger, opportunité pour l'entreprise, on sait bien que les gens, quand on leur confie des nouveaux jouets, inventent des choses. Bon, est-ce que ça va bien se passer? Comment faire cohabiter tout ça? Au mois de novembre, ça sera probablement moi qui reviendrai pour travailler sur l'adaptabilité, l'art subtil de décider quand tout est flou. C'est pas à vous en ce moment. Pour être transparent, j'avais pas prévu toute l'actualité politique et mondiale, géopolitique qui nous arrive avant de choisir ce thème. L'idée, c'est d'arriver à choisir dans des sables mouvants. Le monde de l'entreprise, c'est ça. C'est l'adaptabilité, c'est l'intelligence décisionnelle. Comment faire pour décider quand tout est flou, malgré tout. Quand je suis manager, quand je suis décideur, quand je suis dirigeant d'entreprise, j'ai pas de visibilité et pourtant il faut que je prenne des décisions qui vont impacter l'entreprise, qui vont m'impacter, etc. Comment je fais ça? Et comment je l'accepte, comment je le vis, etc. On parlera de ça en novembre. Et puis en décembre, on fera un truc sur l'humour, la soft skill qui fait la différence. Est-ce qu'il faut avoir de l'humour dans l'entreprise? Si oui, lequel? Comment? Pourquoi? L'humour d'hier et pas celui de demain? Comment je dois manipuler tout ça, quoi. Le 16 il n'y aura donc pas le webinaire, n'ayez pas peur d'investir dans la formation. Non, on a changé le programme, Marjorie, effectivement. Hein, le programme évolue en fonction de nos envies, des choses du moment.
Hein, donc les choses ont évolué effectivement, Marjorie. Je dis toujours quand tout est flou, car je retire mes lunettes. Ouais, c'est un bon point, effectivement. Oui, oui, c'est être capable de faire le pas de côté, de regarder ailleurs, ce genre de choses. Merci beaucoup à toutes et à tous. On a un petit peu d'avance. Si vous voulez, effectivement, vous savez qu'on est présent sur LinkedIn. On essaye d'interagir. N'hésitez pas à interagir avec nous sur nos posts, à nous suggérer des posts ou des sujets que vous voudriez qu'on aborde. Merci Bruno, les fondamentaux qu'il est bon de se redire. Effectivement, hein, on invente, voilà, et puis nous connaître, Florent mentionne l'Institut créé en 76, on va fêter nos 50 ans. Aujourd'hui, vos deux serviteurs, Augustin et Loïc, sont les deux dirigeants depuis près de 25 ans. Merci Valérie. Une trentaine de consultants, dont Valérie Legendre, qui vient de réagir à Avignon. Un gros métier de conseil en recrutement, mais de conseil, hein, c'est extrêmement important. Notre métier, c'est vraiment le conseil. Voilà un petit peu le réseau. Et j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Merci à tous et merci à toutes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir de se croiser. Au revoir.